Voilà donc les sujets que j'aborderai, mais peut-être rapidement, ce qui me laissera un peu de temps pour répondre aux questions. S'agissant de Schengen, je l'ai dit tout à l'heure, c'était une priorité politique pour le président de la République et pour le ministre. Alors, et là, cela illustre le rôle d'impulsion que peut jouer une présidence. Ce qui fait la réussite d'une présidence, ce n'est pas seulement la préparation technique, l'organisation du ministère, telle que je l'ai rapidement décrite, c'est aussi évidemment l'investissement politique. Et de ce point de vue, nos autorités ont été très actives. Le ministre, à partir de l'automne dernier, a tenu à parcourir la plus grande partie des capitales européennes. Donc j'ai eu la chance de l'accompagner dans cette tournée qui a permis vraiment de prendre des contacts à haut niveau et donc de préparer le terrain. C'est un double intérêt. Le premier, c'est de préparer le terrain, comme je viens de le dire, c'est-à-dire d'annoncer les sujets sur lesquels qui nous importent et puis d'essayer de recueillir des soutiens. Le deuxième intérêt, c'est tout simplement de constituer un réseau, parce que ce qui fait aussi l'efficacité à Bruxelles, c'est la force du réseau, c'est la capacité de pouvoir appeler quelqu'un qu'on connaît pour rendre les négociations plus fluides ou pour recueillir des soutiens. Schengen était un thème choisi par nos autorités pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça n'a échappé à personne. La question des frontières est particulièrement sensible. Elle importe beaucoup aux populations européennes. Et c'est une bonne illustration de ce qu'on a appelé, c'est une formule du président Juncker, l'Europe qui protège. Un des problèmes que nous avons à résoudre, à la fois dans le cadre des négociations sur Schengen et des négociations migratoires, c'est de mettre en place des frontières extérieures mieux contrôlées. Une des grandes difficultés auxquelles l'espace Schengen est confronté, c'est que non seulement il fait face à des flux irréguliers qui sont importants. D'ailleurs, à titre d'information, là depuis le début de l'année, les flux irréguliers sur la route dite de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire celle vers l'Italie, sont en augmentation de 55%. Donc tout cela connaît des fluctuations, mais actuellement la tendance est assez défavorable et nous avons besoin d'une frontière extérieure qui soit mieux contrôlée pour prévenir ce qu'on appelle les mouvements secondaires, puisque le problème c'est qu'une fois que les personnes sont entrées sur le territoire européen, statistiquement elles ont une très forte chance de s'y maintenir dans la durée, parce qu'une fois qu'elles sont arrivées, on ne sait pas les éloigner. Enfin, en tout cas, c'est très long et très compliqué. D'où l'intérêt d'une frontière mieux contrôlée avec, c'est une idée que la France défend depuis des années à Bruxelles, des procédures frontalières qui permettent de garder les étrangers en rétention pendant au moins quelques jours pour pouvoir vérifier leur situation et les éloigner rapidement si manifestement leur demande d'asile est manifestement irrecevable. Moi, je me souviens d'avoir inlassablement réclamer de telles procédures frontalières lorsque j'étais à Bruxelles. Nous n'avions aucun soutien. Et puis, petit à petit, l'idée a fait son chemin à telle enseigne que dans sa proposition de pacte européen sur les migrations et l'asile en septembre 2020, la Commission l'a proposé. Donc ça, c'est aussi l'illustration de la nécessité, lorsqu'on veut réussir à Bruxelles, enfin dans l'Union européenne, d'être capable de promouvoir une idée pendant des années. Et ça, c'était une faiblesse du ministère de l'Intérieur parce qu'on a l'habitude de travailler dans l'urgence, de réagir vite, mais on n'a pas l'habitude de travailler dans la durée. Et c'est aussi ça qu'il faut apprendre à faire et que petit à petit, on essaie de faire maintenant. Je reviens à Schengen. Donc, ce thème des frontières est à l'intersection du pacte européen, à l'intersection, du pacte européen sur l'immigration et l'asile et de Schengen. Donc, le thème des frontières. Et puis, il y avait un autre thème qui importait beaucoup à nos autorités, c'est l'appropriation politique de Schengen. Schengen, c'est un dispositif qui repose dont l'efficacité repose sur une bonne application des règles par les États membres. Et dans ces cas-là, c'est toujours le maillon le plus faible qui détermine la sécurité de l'ensemble.
Et c'est la raison pour laquelle il existe des dispositifs d'évaluation Schengen, c'est-à-dire que périodiquement des équipes d'inspecteurs sous la direction de la Commission vont vérifier dans les différents États membres comment l'acquis Schengen est appliqué. Ce sont des procédures qui sont donc particulièrement importantes, mais qui sont extrêmement technocratiques, lourdes, lentes. Et un souhait de nos autorités, c'était que les faiblesses de Schengen soient discutées au niveau politique chaque fois que nécessaire, et pas seulement cantonnées à des groupes d'experts. L'important, c'est que le Conseil, au niveau des ministres, puisse réagir vite à des défaillances et puisse en débattre politiquement. Parce que Schengen, c'est un des acquis les plus importants et les plus cruciaux et les plus stratégiques de l'Union européenne. Alors voilà en quoi consistait cette réforme de Schengen. S'agissant des aspects les plus politiques, cette appropriation politique que j'ai mentionnée a donné lieu à la création de ce qu'on a appelé un Conseil Schengen, c'est-à-dire que il est maintenant à peu près acquis qu'à chaque Conseil JAI, donc chaque Conseil des ministres, les ministres de l'Intérieur auront une phase de discussion sur Schengen, spécifiquement sur Schengen, sur la base d'une sorte de baromètre qui va être préparé par la Commission. Et ça, c'est la France qui l'a lancé. Et je dois dire qu'on n'a pas fait les choses à moitié, puisque juste avant le Conseil JAI dit informel, alors ce qu'on appelle le Conseil JAI informel, c'est le Conseil des ministres qui est organisé une fois par présidence dans le pays de la présidence. Notre Conseil JAI informel avait lieu à Lille, et la veille, nous avions organisé à Tourcoing, la ville du ministre, une sorte de pré-réunion des ministres de l'Intérieur, autour d'un exercice de simulation de gestion de crise sur le thème de la cybercriminalité. Mais le soir, donc la veille au soir du Conseil JAI informel à Tourcoing, eh bien, le président de la République, ce qui est inédit à ma connaissance, est venu s'exprimer devant les ministres et il a annoncé les grandes orientations que nous entendions suivre sur Schengen. Et à cette occasion, la France a proposé la création de ce Conseil Schengen. Ça a été très bien accueilli. Et donc nous l'avons mis en place pour la première fois sous la présidence française, et la présidence tchèque est en train de prendre le relais. Il y avait aussi dans cette réforme de Schengen des aspects législatifs, avec une proposition législative très importante qui va bientôt entrer en trilogue avec le Parlement européen sur la révision du Code des frontières Schengen, et notamment sur un aspect important qui est le cadre juridique des contrôles aux frontières intérieures. Vous le savez peut-être, la France a rétabli en novembre 2015, après les attentats, les contrôles aux frontières intérieures pour des raisons évidentes de sécurité. 4 autres États membres ont aussi rétabli des contrôles aux frontières intérieures à peu près au même moment. Et il se trouve que depuis lors, alors même que le Code des frontières Schengen prévoit une durée maximale de 6 mois, depuis lors, ces contrôles ont été prolongés sans discontinuer, ce qui pose un réel problème du point de vue de la libre circulation, qui est le principe cardinal de Schengen, mais cela répond aussi aux responsabilités des États membres en matière de protection de l'ordre public et de la sécurité nationale. La Commission a donc proposé une révision du cadre des contrôles aux frontières intérieures, avec 2 objectifs qui peuvent paraître contradictoires. Le premier, c'est de mieux contrôler pour éviter que les États membres puissent sans discontinuer et sans contrôle prolonger les contrôles pendant des années. Et le deuxième, c'est quand même d'offrir un cadre beaucoup plus clair à ces contrôles et offrir aux États membres des possibilités qui leur permettent quand même de protéger leurs frontières. Je vais pas plus loin parce qu'il faudrait du temps, mais je pourrais répondre aux questions sur ces aspects éventuellement. Il y avait aussi dans les aspects législatifs une proposition de la Commission qui visait notamment à tirer les leçons de la pandémie, puisqu'en 2020, les États membres avaient pris des mesures un petit peu en ordre dispersé à leurs frontières. La Commission et le Conseil avaient tenté une coordination d'ensemble, mais il fallait en tirer des enseignements qui se trouvent donc dans cette proposition législative. Enfin, il y avait un troisième aspect dans cette réforme de Schengen, la révision du mécanisme d'évaluation Schengen que j'ai mentionné. L'idée, un petit peu conformément à l'idée d'appropriation politique que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que justement les déficiences constatées à l'occasion des contrôles, des inspections, puissent remonter beaucoup plus vite au Conseil, y compris au niveau des ministres,
pour que le Conseil puisse réagir plus vite. Voilà pour Schengen. Autre négociation importante, et je surveille l'heure, c'est les questions évidemment migratoires. En septembre 2020, je l'ai dit, la Commission a proposé un vaste ensemble de textes qui s'appelle le Pacte européen sur les migrations et l'asile. Mais ce vaste ensemble de textes législatifs et non législatifs a eu il y a eu une phase précédente. C'est ce qu'on a appelé le paquet asile, proposé par la Commission en mai 2016, et qui visait à tirer les enseignements de la crise migratoire de 2015-2016. Cette négociation, je l'ai vécue à Bruxelles, s'est complètement enlisée, avec une querelle rapidement devenue insoluble entre ce qu'on appelle le principe de responsabilité et le principe de solidarité. Le principe de responsabilité, cela consiste pour les États membres, notamment les États membres dits de première entrée, à contrôler leurs frontières, à enregistrer les migrants dans Eurodac, à éloigner les étrangers en situation irrégulière avant qu'ils n'aient le temps de rejoindre d'autres États membres. Et puis, le principe de solidarité, c'est le principe selon lequel les États membres de première entrée n'ont pas à supporter seuls la charge liée aux flux migratoires irréguliers, et il est donc normal, en vertu de ce principe, que les autres États membres, les États membres de première ligne, les soulagent d'une partie de cette pression migratoire en opérant ce qu'on appelle des relocalisations, c'est-à-dire en acceptant chez eux des étrangers éligibles à l'asile, sinon ça n'a pas de sens, qu'ils les accueillent chez eux pour contribuer à la charge, enfin à l'accueil de ces migrants. J'en profite pour relever au passage une idée qui a beaucoup circulé et qui continue de circuler, selon laquelle la France, l'Allemagne et d'autres auraient toutes ces années laissé tomber les États membres de première entrée, en particulier l'Italie. Je voudrais quand même rappeler, il faut vraiment relativiser cette idée. Il est tout à fait normal, en vertu du principe de solidarité, de soulager l'Italie, la Grèce, l'Espagne, Malte, Chypre, d'une partie de la pression migratoire qu'elles supportent. De là à dire que ces pays ont été abandonnés, c'est une idée qu'il faut vraiment réfuter totalement. Autant Chypre et Malte font face à une situation très difficile, autant l'Italie n'a jamais été dans les 10 premiers États membres par le nombre de demandes d'asile rapportées à la population, contrairement à la France. Les deux États membres où la demande d'asile est la plus forte, en chiffre absolu cette fois, ils ont été récemment rejoints par l'Espagne, ce sont la France et l'Allemagne. Alors par habitant, on n'est pas les premiers, mais on est quand même bien avant l'Italie. Et ça, c'est quand même une mesure très concrète de l'état de la situation. Autre exemple, ce chiffre n'est pas à jour, mais lorsque j'étais à Bruxelles, j'avais l'habitude de rappeler qu'en moyenne, un Afghan qui fait une demande d'asile en France a fait 2 demandes précédentes dans un autre État membre. C'est-à-dire que ça illustre ce qu'on appelle les mouvements secondaires. Normalement, en vertu du principe de Dublin, on fait une demande d'asile dans l'État membre responsable et c'est tout. Et cet exemple-là montre que le principe de Dublin ne fonctionne pas, le système de Dublin. C'est bien pour ça que le paquet asile, c'est une des raisons pour lesquelles il avait été proposé en 2016 et c'était aussi un des objectifs du pacte en 2020, c'est de mettre en place un système qui fonctionne mieux. Le pacte proposé en 2020, cependant, a une vocation beaucoup plus large que le paquet asile parce qu'il ne vise pas seulement à réformer le système européen de l'asile, il vise aussi à traiter le problème des frontières. J'ai évoqué tout à l'heure la mise en place de procédures frontalières, c'est ce qu'on appelle le screening. Alors le screening, c'est un système donc vraiment inspiré des thèses françaises qui fait l'objet d'un règlement, le règlement d'e-screening. Moi qui fais la chasse aux anglicismes, je dois dire que celui-là, je l'utilise
parce que la traduction bruxelloise, c'est filtrage. Hein. On parle du règlement filtrage. Je trouve ça balayage. Je trouve ça très malheureux comme traduction. Il faut que je continue à dire règlement screening. Cela consiste donc à accueillir les étrangers en situation irrégulière dans une procédure rapide par laquelle, pendant quelques jours, ils sont retenus. Et qui permet ensuite de les orienter soit vers une procédure d'asile à la frontière, soit avec là encore une procédure frontalière comme l'asile à la frontière qu'on connaît en France depuis une trentaine d'années, soit vers une procédure d'éloignement. Et ça, pour nous, c'est un aspect cardinal de la réforme. Alors, après la proposition de septembre 2020, les négociations ont assez peu avancé. Ce qu'il fallait surtout éviter, c'était de retomber dans l'espèce de stagnation un petit peu toxique, parce que ça suscitait beaucoup de tensions qu'avait connu le paquet asile. Et donc, il était très important de maintenir une certaine dynamique. Les négociations sous les présidences précédentes n'ont pas beaucoup avancé, mais au moins, on n'était pas encore retombé dans cette situation. Néanmoins, on aurait pu. Et là, l'idée de génie de la présidence française, que je ne m'attribue pas, alors là, pour le coup, c'est vraiment le résultat d'une réflexion collective, y compris et surtout au niveau du ministre. Cette idée, ça a consisté à proposer le pacte graduel. Ce qu'on a constaté en fait pendant la phase de préparation de la présidence française, c'est que un des aspects qui expliquait la stagnation de la négociation, c'était que les textes se tenaient tous entre eux. Un certain nombre d'États membres de l'Union européenne insistaient sur l'aspect responsabilité, d'autres insistaient sur la solidarité, comme par exemple l'Espagne et l'Italie. Et en gros, chacun des blocs subordonner des concessions éventuelles aux concessions qui pourraient être faites de l'autre côté. Et comme le pacte, c'est un ensemble de textes législatifs qui est très lourd, on n'arrivait pas à avancer. Donc au bout d'un moment, la présidence française a dit oublions cet ensemble, essayons de manière très pragmatique de lancer une première étape modeste, mais dans laquelle on va essayer d'avancer à peu près au même rythme sur la responsabilité, la solidarité, auquel il faut ajouter la protection de la frontière extérieure et toute l'action qu'on peut mener auprès des États d'origine et de transit de l'immigration irrégulière pour favoriser les réadmissions et pour mettre en place une coopération migratoire avec eux. Et cette idée a fait son chemin et c'est ainsi que nous avons obtenu in extremis, à la fin juin de cette année, nous avons obtenu une orientation générale au Conseil, c'est-à-dire un mandat politique, un mandat de négociation sur le règlement screening et sur le règlement Eurodac, qui lui est issu du PKC de 2016, qui a été repris dans le pacte et qui va rendre beaucoup plus strictes les obligations d'enregistrement des États membres de première entrée. Mais en contrepartie, pour allier l'Italie et l'Espagne, nous avons proposé un mécanisme de solidarité, c'est-à-dire de relocalisation non législative. Alors, il fallait convaincre l'Italie, l'Espagne notamment, de soutenir 2 textes législatifs en contrepartie de quelque chose de non législatif. Évidemment, il y a un déséquilibre apparent. Et finalement, nous les avons ralliés grâce à des démarches très assidues du ministre que nous avons reliées à notre niveau, notamment dans un cadre officieux constitué de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. Ce qui a un des facteurs qui ont permis cette avancée du côté de l'Espagne et de l'Italie, c'est que d'abord elles ont compris que si on réussissait pas cette première étape, ça serait fini du pacte parce que ça retomberait comme dans les affres du paquet asile. Et deuxièmement, l'avantage de mettre en place dès maintenant, dès juin, un dispositif de solidarité avec des relocalisations, ça permettait d'avoir un dispositif de solidarité opérationnel tout de suite. Si on attend le règlement Dublin, qui s'appelle plus Dublin, mais peu importe, pour mettre en place des relocalisations, on va l'attendre encore des années, parce que c'est une négociation qui va durer encore des années.
Là, elles ont un dispositif de solidarité qui fonctionne tout de suite. Et politiquement, pour elles, c'était quand même significatif. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place ce mécanisme de solidarité. La France a déjà accueilli 38 migrants venant d'Italie, ce n'est qu'un début. Notre objectif jusqu'à juin 2023, parce que c'est un mécanisme renouvelable, mais qui est prévu pour un an, c'est 3000. L'Allemagne, c'est 3500. Et il a fallu, tout au long du mois de juin, de mai-juin, il a fallu démarcher par des visios incessantes, par des démarches de l'ARP à Bruxelles. Il a fallu démarcher tous les États membres qu'on espérait prêts à participer à ce mécanisme de solidarité, parce qu'il est facultatif, pour obtenir des engagements de relocalisation. C'est un petit peu le Téléthon. On a fait des visios avec la Suède, la Belgique, les Pays-Bas. On a fait que ça pendant 2 mois pour obtenir un chiffre suffisant qui permette de convaincre notamment l'Italie et l'Espagne. Et donc nous sommes arrivés à un peu moins de 9000 engagements de relocalisation en un an. Ça peut paraître peu, mais politiquement c'est significatif. Et un autre intérêt de ce dispositif, c'est que, à la lumière du fonctionnement de ce mécanisme de solidarité, parce que c'est la première expérience grandeur nature, on va pouvoir en tirer des enseignements pour les textes, pour les négociations législatives à venir. Alors maintenant, la présidence tchèque, il lui appartient de poursuivre, et elle le fait sur de très bonnes bases. On est tout à fait en accord avec elle. Et puis, il y a un autre aspect important, je l'ai dit au début de ma présentation, c'est le Parlement. Sur tout ceci, il va falloir se mettre d'accord avec le président, le Parlement, qui n'a pas du tout les mêmes positions que nous. Et début septembre, on a franchi un pas important puisque le Conseil a signé avec le Parlement une feuille de route commune sur les négociations sur le pacte. L'objectif commun étant d'aboutir à l'échéance de 2024, qui est celle du renouvellement du Parlement. Je m'arrête là pour le pacte et je vais aller plus vite pour le reste puisqu'il est déjà moins 20. Écoutez, peut-être que je pourrais répondre aux questions, c'est peut-être mieux. Sachez simplement que le ministre a souhaité, c'est encore l'illustration du rôle d'impulsion d'une présidence, il a souhaité qu'on mette un accent particulier sur la question des stupéfiants. Donc nous avons mené un gros travail, notamment avec la DGPN et la DGGN, pour pouvoir émettre des propositions très substantielles que nous avons présentées notamment au COSI informel de Versailles en avril. Le COSI, c'est le Comité opérationnel de sécurité intérieure, qui est l'instance compétente au Conseil en matière de sécurité. Enfin, c'est une instance un petit peu stratégique au-dessus des groupes de travail. Nous avions donc organisé notre COSI informel à Versailles. Nous avons aussi lancé des travaux sur les questions de radicalisation et de terrorisme en faisant par exemple adopter pendant notre présidence des conclusions du Conseil sur la lutte contre le terrorisme. Les conclusions du Conseil, c'est un document de portée politique qui exprime un consensus du Conseil puisqu'elles sont adoptées à l'unanimité et qui ont une valeur à la fois politique et programmatique. Et puis, quand même, il faut le mentionner, il ne vous a pas échappé que pendant cette présidence, eh bien, c'est la guerre en Ukraine qui a commencé le 24 février. Et je dois dire que pendant 2 mois, nous n'avons fait que ça. Le ministre a réuni à 2 reprises un conseil GIEC extraordinaire avec un très court préavis pour examiner les conséquences de la guerre en Ukraine dans le domaine de compétences des ministres de l'Intérieur. Vous voyez ce chronogramme à l'écran. Moi, j'ai pensé un moment que cette crise majeure compromettait une grande partie de notre programme de présidence, puisque toute la négociation migratoire, on a dû la mettre en parenthèse pendant 2 mois. Vraiment, pendant 2 mois, on n'a fait que de l'Ukraine. Et puis, à la fin avril à peu près, on a pu reprendre les travaux sur le pacte. Et comme je vous l'ai dit, on a abouti. C'était pas gagné parce que évidemment 2 mois de parenthèse, ça veut dire 2 mois de travail utile en moins sur cette négociation. Et puis on aurait pu penser aussi que les flux migratoires considérables auxquels faisaient face notamment la Pologne, la République tchèque et la Roumanie et la Moldavie, mais elle n'est pas membre de l'Union européenne, allaient relativiser considérablement les flux subis par l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Et de fait, ces flux méditerranéens sont beaucoup plus réduits
que ceux qu'ont subi à ce moment-là les pays d'Europe orientale, sans même évoquer les flux provoqués par la Biélorussie et la Russie, notamment contre la Lituanie, la Lettonie, la Pologne. Donc on aurait pu penser que notre discours sur la solidarité devenait complètement irrecevable, inaudible. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je crois qu'il y a eu un sursaut de conscience de l'intérêt général européen qui a permis de conclure cette première étape du pacte. Et puis aussi, il faut le dire, c'est pas pour se faire jeter des fleurs, mais je pense que ça nous a beaucoup été dit. Les présidences ne sont pas toutes équivalentes. Une présidence française est forcément très attendue. Et beaucoup de gens ont pensé qu'après la présidence française, si les Français n'y arrivaient pas, c'est pas les autres qui allaient y arriver. Je sais pas si c'est vrai, mais c'était souvent perçu comme ça. Et donc, je pense que de la part d'un certain nombre d'États membres qui voulaient pas risquer un nouvel échec complet en matière migratoire, il y a eu l'idée qu'il fallait donner acte à la France de ses efforts sur la première étape et au moins réussir cette première étape. Après, on verra ce qui se passera pour les suivantes. Et puis une présidence, c'est aussi l'organisation d'événements sur le territoire de la présidence. J'ai évoqué le conseil informel à Lille, avec la réunion de ministres la veille à Tourcoing. J'ai évoqué le COSI informel à Versailles. Mais en totalité, le ministre de l'Intérieur a eu à organiser une quarantaine d'événements, ce qui est quand même considérable. Je crois que nous étions le ministère qui en organisait le plus, avec un budget qui nous était dévolu par le Premier ministre et plus précisément par le secrétariat général de la présidence française qui avait été créé pour l'occasion comme en 2008. Le ministère de l'Intérieur disposait d'un budget d'à peu près 7 millions et qui nous a permis d'organiser des beaux événements du niveau des ministres jusqu'à des événements plus techniques. Je m'arrête là.